rapport au fonctionnement, les principes généraux de fonctionnement de la blockchain, ce que ça peut venir apporter et changer dans la manière d'appréhender certaines activités, notamment dans le secteur bancaire et financier. Puis ensuite, on présentera quelles sont les grandes limites techniques actuellement qu'on identifie et commencer à identifier les différentes pistes de solutions pour les contourner pour que ça puisse devenir demain une réalité. Alors, on entend souvent parler que la blockchain, c'est quelque chose qui va être très impactant pour l'ensemble de l'économie, que l'impact de la blockchain, c'est proche de l'arrivée d'Internet il y a dans les années 80, que ça a profondément transformé toutes les organisations, toute la manière dont on commerce entre nous et tous les usages qu'on a du quotidien. Donc ça, c'est un élément quand même très fort de se dire que c'est aussi puissant que la tête. Donc si c'est le cas, il ne peut pas se permettre de passer à côté de la compréhension de ce nouveau phénomène, parce que ça va être fortement perturbant, transformant pour les organisations. Donc la question est de se dire, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est de l'intox de certains qui veulent faire monter la mayonnaise autour de ce sujet. Alors là, pour comprendre un peu la blockchain, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi l'ambition, c'est porté par qui, ça sert à quoi. Donc la blockchain, son ambition, c'est de remettre en cause le rôle de tiers de confiance. C'est tout autour de la confiance, il y a la notion notamment de tiers de confiance qui est portée par différentes instances. Ces instances, il y a un peu une chaîne de valeur de la confiance. Donc on a ce que j'appelle un tiers de confiance ultime, qui serait une banque centrale, un État, un dépositaire central. Et puis ces acteurs de tiers de confiance ultime s'appuient à leur tour sur un réseau de tiers de confiance. Donc par exemple, un dépositaire central, il va s'appuyer sur des custodiales. L'État va s'appuyer sur des notaires, et puis à leur tour, ces acteurs-là vont s'appuyer sur d'autres acteurs. Donc, dans le secteur bancaire, par exemple, on va avoir la Banque Centrale Européenne, on va avoir les banques, puis après, les banques, à leur tour, elles vont distribuer des crédits, ou elles vont distribuer des prêts aux entreprises. Et donc, finalement, les acteurs économiques qui sont au bout de la chaîne, les investisseurs et les épargnants, eux, ne se connaissent pas et n'interagissent pas entre eux directement. Donc là, l'idée, c'est de dire, par la technologie, on va créer, mettre en place une technologie qui va permettre de coder ou de définir à l'avance l'ensemble des règles entre ces participants, ces bénéficiaires finaux. On va coder ça dans un système informatique et ça va permettre à ces acteurs bénéficiaires finaux d'interagir directement entre eux sans plus avoir besoin de ces intermédiaires porteurs de confiance. Donc la confiance, elle est plus dans des acteurs qui l'incarnent, qui en ont un mandat qui leur est donné par un État ou par un groupe d'acteurs. La confiance, elle est apportée par la technologie elle-même. Donc ça c'est vraiment ça le concept du nouveau modèle. Après on va voir si effectivement progressivement on désintermédie tous les tiers de confiance ou si à la fin on aura quand même besoin d'en garder une partie. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que cette modification ou l'appréhension de la blockchain, c'est quelque chose qui est bien appréhendé par l'ensemble des acteurs économiques comme quelque chose de très structurant pour les organisations. Donc on a aussi bien des banques d'investissement, comme UBS, Citibank, que des assureurs, que des entreprises ou des infrastructures de place, comme le Nasdaq, Euronext, Euroclear, ou encore des acteurs de l'industrie informatique, comme la Fondation Linux, ou encore les gouvernements qui progressivement se positionnent et disent « oui, c'est très structurant, ça va permettre de réaliser des économies fortes, on ne peut pas s'affranchir, de ne pas s'y intéresser et de ne pas commencer à investir sur le sujet. » Donc c'est pas un sujet de geek, c'est ça qu'il faut retenir, c'est pas un sujet qui est porté par des illuminés qui sont là pour casser le système actuel en créant cette confiance où il n'y a plus besoin d'aucun acteur économique autour. C'est véritablement quelque chose qui est également vu par les acteurs, aussi bien technologiques que de l'industrie du business, comme étant quelque chose de fondamentalement transformant pour les organisations. Alors, finalement, pourquoi on pense que c'est si structurant et pourquoi on pense que ça va remettre si fondamentalement en cause la confiance et le modèle de confiance entre les acteurs. Donc il y a différents éléments qui sont importants et des mots qu'il faut retenir, en fait, qui sont un peu les mots, le bruit qu'on entend toujours, on va essayer d'expliquer ces notions-là. Donc c'est les notions de General Ledger décentralisé, donc une base de données qui enregistre tout un historique qui est distribué, qui est présent à un moment donné chez plusieurs acteurs qui en même temps
on dispose de la même information en temps réel. On a les notions de transaction et d'irrévocabilité des transactions, donc des concepts qui sont assez connus dans le monde du règlement de livraison. On a la notion de smart contract, donc c'est des contrats qui sont intelligents dans le sens où ils vont arriver à se déclencher automatiquement en fonction de l'arrivée d'événements externes et qui vont automatiquement, dans la blockchain, déclencher un événement. On va parler également de protocole open source parce que ces technologies, pour la plupart qu'on connaît aujourd'hui sur la blockchain, sont portées par des personnes, des communautés de développeurs qui mettent à disposition gratuitement ces technologies pour ceux que ça intéresse. On va parler de blockchain privée, publique, fédérée, permissionless, plusieurs mots en fait pour expliquer que finalement il y a plusieurs caractéristiques de blockchain, donc Saphir reviendra là-dessus. Et puis, on a après de clics cryptographiques ou de modèles de consensus. On va souvent parler de proof of work ou proof of stake, qui sont des éléments clés pour la gestion du consensus, qui est l'élément fort de la blockchain pour apporter la confiance. Donc ça, ces éléments-là, dans le monde bancaire et financier, pour nous, les principaux éléments qui vont permettre de driver le changement, pourquoi on se dirait j'y vais investir là-dedans, c'est parce qu'à notre sens, il y a deux grands avantages, principaux avantages liés à la blockchain. D'une part, le fait que ça va permettre de réduire les risques de contrepartie, donc une consommation en fonds propres pour les acteurs bancaires et financiers moins importante. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué, compte tenu des différents ratios, d'arriver à avoir les fonds dont on a besoin. Et puis en même temps, en parallèle, réduction des coûts d'infrastructure, des coûts réseau, donc cette fois-ci plutôt des coûts opérationnels et IT. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi. Quelles sont les cardinalités de la blockchain qui font qu'on va arriver à générer ces grands avantages pour l'industrie bancaire et financière. Alors, on revient sur le premier concept, qui est le concept de General Ledger décentralisé. Donc, dans le modèle traditionnel, qu'est-ce qui se passe? On a une information qui est partiellement stockée au travers d'une chaîne intermédiaire. Donc, si je prends le cas, par exemple, sur les titres, on va avoir Euroclear France. Euroclear France, il tient une comptabilité de l'émetteur et la comptabilité au niveau des teneurs de compte conservateurs, des custodians. Chaque custodian, à son tour, tient une comptabilité de ses clients. Et si on a un global custodian, derrière, on va avoir une banque étrangère. Et puis la banque étrangère, à son tour, elle va avoir des clients à l'étranger. Donc finalement, au niveau du dépositaire central, on ne connaît que les intermédiaires financiers, on ne connaît pas les bénéficiaires finaux. Dans le principe de la technologie blockchain, on va véhiculer dans le registre décentralisé, on va le mettre à jour à partir de messages, et ces messages, eux, portent le bénéficiaire final. Donc on est directement dans une approche où on n'a plus cette logique d'intermédiaire financier, où on véhicule immédiatement l'information la plus fine. Donc en mettant à disposition l'information la plus fine sur les bénéficiaires finaux partout, en temps réel, quasi temps réel, on va voir que ça crée évidemment, vu qu'on connaît les acteurs, on a moins cette chaîne d'intermédiaires. Donc s'il y a quelqu'un qui tombe dans le processus, dans la chaîne de valeur, s'il y a un des intermédiaires financiers qui tombe, il n'y a plus cet effet de risque domino, puisque l'ensemble des acteurs sont enregistrés au niveau le plus fin. On n'a plus besoin de faire confiance à son custodian. Donc tout cet élément-là, c'est un élément très fort en termes de résilience de l'architecture du système financier. Donc ça signifie mécaniquement qu'on a moins de risques de contrepartie, donc on a plus ce risque qu'un intermédiaire chez qui on a appliqué ses actifs fasse faillite. Et parallèlement, du fait que l'information est décentralisée et stockée partout, en tout cas en temps réel, ça veut dire qu'en termes d'infrastructure de backup, sur le point le plus faible de la chaîne, aujourd'hui qui est le point, le niveau central, et bien c'est ça, on n'a plus besoin d'investir autant au niveau central pour assurer la sécurité, vu que le modèle est par définition plus sécurisé, et le coût de la sécurité est démultiplié entre tout le monde. Donc voilà, premier élément très important, ce concept de General Ledger décentralisé. Deuxième élément important, c'est le fait que les transactions qui sont émises sont par nature irrévocables et qu'il n'est pas possible qu'il y ait de la double dépense. Alors qu'est-ce que ça veut dire la double dépense? Donc la double dépense, c'est le fait que dans un message envoyé sur la blockchain
Bitcoin, qui est des exemples concrets de blockchain public actuels qui permet de véhiculer la crypto-monnaie Bitcoin. Lorsqu'on envoie un message de transaction, on doit indiquer dans ce message, en input, des éléments qui sont l'origine des fonds qu'on prétend vouloir dépenser. Donc on doit, à chaque transaction, justifier qu'on dispose bien du solde qu'on veut dépenser. Et on doit ensuite indiquer en output comment ce solde va être à nouveau réparti. Donc imaginons que moi je veux faire un achat de 100 à Pierre, je dois justifier que j'ai au moins 100, donc imaginons que dans mon historique de transaction, j'ai auparavant une transaction de 70 et une transaction de 40, j'ai une position de 110, donc je dois faire référence à ces deux transactions historiques. J'envoie comme information qu'il y en a 100 qui vont aller à Pierre et 10 qui vont me revenir. Donc si après j'ai une nouvelle transaction où je dois vendre 5, je vais faire appel à cette dernière transaction. Ça c'est le concept où, par nature, dans les messages qu'on véhicule, on a une égalité dans les messages entre les entrées et les sorties. Donc on n'a pas capacité à, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui tirer sur la masse. C'est-à-dire que quand on envoie aujourd'hui un message de règlement de livraison au système, si on n'a pas une très forte ségrégation des assets au niveau du bénéficiaire final, l'intermédiaire financier peut éventuellement utiliser les assets d'un autre client pour opérer une instruction de règlement de livraison. Alors c'est bien formellement interdit, mais dans la pratique, il n'y a en tout cas rien qui le garantit technologiquement aujourd'hui comme limite au système. Donc aujourd'hui, il y a une possibilité de tirage sur la masse ou il n'y a pas un réel systématique contrôle de provision sur tous les acteurs du système bancaire pour opérer leurs transactions. Donc si demain, je me dis qu'il y a une certainéité dans le fait que dès que j'ai une transaction avec une contrepartie, c'est sûr, parce que c'est garanti par le système, qu'il a bien les assets qu'il prétend avoir, ma confiance dans le fait de les réutiliser pour une nouvelle transaction est beaucoup plus forte. Aujourd'hui, cette confiance, elle vient du fait que si je suis sur des marchés on exchange, j'ai un compensateur qui va me garantir via la chambre de compensation la bonne fin de ma transaction. Donc aujourd'hui, je suis dans une comptabilité d'engagement et évidemment je fais du reuse immédiat des titres que j'ai achetés ou que j'ai vendus, mais je dois quand même faire confiance à mon compensateur et à la chambre de compensation, avec quand même in fine un risque non négligeable que par l'effet domino, une des parties soit amenée à faire faillite et donc in fine soit beaucoup plus compliqué pour récupérer mes assets. Donc voilà, on a aujourd'hui, donc demain potentiellement dans cette technologie, grâce au fait qu'on n'a pas de double dépense, pareil, réduction du risque de contrepartie. On a des transactions qui par nature sont inscrites de manière indélébile dans la blockchain, donc pas de possibilité de revenir en arrière et de réécrire des choses. Alors bon, sous réserve du débat actuel effectivement qu'introduisait Edouard avec Ethereum sur 2DAO. Mais en tout cas, dans les principes de base, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Donc une force sécurité amenée dans la certainité que ce qui a été fait ne sera pas détricoté, donc de pouvoir capitaliser dessus. Et troisième élément, donc la notion de smart contract, qui permet de se dire, dans le smart contract, on définit à l'avance des conditions d'exécution. Donc par exemple, si je suis sur un business de commodities, la condition c'est que le blé soit bien arrivé au Havre pour déclencher automatiquement un paiement. Et bien effectivement, on peut arriver à connecter le fait qu'il y a un événement qui arrive, c'est le bateau rentre au port, et automatiquement ça déclenche dans la blockchain le paiement de la contrepartie. Alors, dernier élément, donc c'est ces deux grands concepts qui sont finalement liés à la praticité entre les acteurs, toutes les notions autour de la sécurité. Donc aujourd'hui, dans le modèle traditionnel, on est tous sur des réseaux d'échange qui sont privés, on est sur des protocoles privés et on est sur un mécanisme où on identifie les contreparties qui participent à une organisation, comme les dépositaires centrales, comme la banque centrale, etc. Demain, dans le modèle blockchain, on est plutôt sur un principe d'échange, réseau d'échange public. Donc on utilise les réseaux existants pour s'échanger l'information, réseau Internet. On est dans des protocoles qui sont des protocoles open source, donc quelque part gratuits pour ceux qui veulent les réutiliser. Donc on peut faire du copier-coller pour faire son propre programme sans qu'on ait besoin de payer des redevances ou des licences et quoi que ce soit. Et on est sur un modèle d'échange de clés cryptographiques
qui vont apporter la confiance entre des personnes qui ne se connaissent pas. Donc les échanges de clés cryptographiques, c'est un modèle de consensus qui va permettre chaque acteur dispose d'une adresse ou d'une clé privée, qui correspond à son identification ou à un portefeuille. Ils définissent pour chaque nouvelle transaction une adresse publique qui s'échange ces informations-là pour automatiquement générer et signer la nouvelle transaction. Donc dans ce nouveau modèle blockchain, on va avoir à nouveau une baisse des coûts d'infrastructure, vu qu'on échange l'information sur des réseaux publics et on est sur des protocoles open source. On va avoir une baisse des coûts de maintenance, parce que c'est la communauté qui traite effectivement par le protocole open source cette responsabilité. La gouvernance est plus transparente, évidemment plus complexe à garantir dans la durée, en tout cas moins réactive qu'une version centralisée. Et puis l'auditabilité de l'information et sa traçabilité est renforcée. Donc ça c'est un peu les pourquoi on pense que c'est révolutionnaire, que ça vient changer complètement les modèles. Maintenant, ça c'est la promesse de la blockchain, de ceux qui la promeuvent. Maintenant on va regarder un petit peu quelles sont les limites que ça porte par rapport à ces différentes ambitions. Donc les freins à un essor rapide, ils sont de différentes natures. Donc on a première grosse contrainte, évidemment, dans le secteur bancaire et financier, c'est toutes les contraintes qui sont associées à la réglementation. On est dans un univers aujourd'hui qui est quand même très réglementé, où l'ensemble des acteurs bancaires et financiers doivent montrer patte blanche sur toute une série de critères. Donc on a évidemment tout ce qui est lié à la protection des données personnelles, on a la lutte anti-blanchiment, la lutte contre le terrorisme, on a la connaissance des clients, on a la protection des investisseurs, on a l'identification des contreparties aux transactions, etc. Tous ces concepts-là sont des concepts qui sont compliqués à mettre en œuvre avec des blockchains publiques. Donc une blockchain publique, comme par exemple la blockchain Bitcoin, par nature étant publique, n'importe qui peut s'y connecter. Aujourd'hui, si vous y connectez, soit vous allez effectivement acheter des bitcoins en passant par une place de marché, vous allez faire de l'échange d'euros contre bitcoin. Mais si vous êtes simplement un vendeur d'un actif, vous êtes un commerçant, vous êtes inscrit sur la blockchain Bitcoin, vous voulez vendre un actif, vous voulez vendre votre voiture, vous acceptez un paiement Bitcoin, d'ailleurs sans ce paiement Bitcoin, personne n'aura vu cette transaction et vous n'aurez plus rentrer sur la blockchain. Par contre, si vous voulez sortir de la blockchain, bien sûr à nouveau, vous devrez passer par un intermédiaire financier pour faire ce change. Mais en tout cas, à ce stade, il n'y a pas de contrôle de qui sont les contreparties et les parties prenantes à la blockchain. Donc, beaucoup d'acteurs disent que ça sert beaucoup, enfin, il y a des dérives et ça sert évidemment à faire du trafic ou du blanchiment d'argent. Donc, cette interaction directe avec la blockchain, elle pose des problèmes, notamment dans le secteur bancaire et financier, du fait des obligations que je viens de citer. Donc, il y a des idées alternatives qui sont de dire on va trouver un intermédiaire financier, enfin, il y a un acteur finalement qui, dans le processus, va assurer quand même ce rôle de contrôle des personnes qui rentrent dans la chaîne. Donc à nouveau, on risque d'avoir besoin quelque part d'un tiers de confiance qui garantit que l'ensemble des obligations de protection de l'investisseur, de contrôle des identités, de lutte contre le blanchiment sont bien respectées. Donc ça, cette possibilité, elle est portée par les concepts qui sont liés aux blockchains privées. Et donc on se sera réexpliqué un peu plus dans le détail comment ça fonctionne les blockchains privées par la suite. Alors, voilà, donc, juste pour expliquer un petit peu rapidement, donc, dans les concepts de blockchain, effectivement on dit il y a la blockchain publique qu'on appelle permissionless, dans le sens où tout le monde peut s'y connecter, il n'y a pas de contrôle ou d'autorisation, de permission donnée au fait qu'un acteur puisse s'y connecter. On a des blockchains qu'on appelle hybrides, dans le sens où il y a un contrôle partiel de certains des acteurs, et pas de tous. On a des blockchains qu'on appelle fédérés. Donc fédérés, c'est dans le sens où c'est un groupe d'acteurs bancaires, par exemple, qui se mettent d'accord entre eux pour définir les modalités de fonctionnement d'une blockchain. Et donc ils vont évidemment contrôler qui a le droit d'y participer et qui n'a pas le droit d'y participer. Et puis on va avoir aussi des blockchains privées, dans le sens où elles sont strictement privées, dans le sens où si moi je suis une banque, je peux très bien me dire qu'avec mes autres filiales ou au sein de mon organisation, dans différents départements, je peux aussi capitaliser sur la technologie blockchain en interne pour mes propres processus. Donc là, je suis bien dans la technologie blockchain, et vu que je l'utilise uniquement en interne au sein de mon établissement, finalement, elle est ouverte à personne, elle est strictement privée, et je m'affranchis, je n'ai pas besoin de respecter
respecter des contraintes réglementaires parce que je suis en train de travailler au sein de ma même organisation. Alors, autre élément qui est un des freins au déploiement de cette technologie, c'est les coûts de processing qui, à ce stade, sont mal évalués. Donc, aujourd'hui, dans la principale blockchain, qui est la blockchain Bitcoin, il y a des coûts de transaction qui sont prévus dans l'échange des messages. Ces coûts de transaction, on considère qu'ils sont pas réellement, ils ont un peu deux manières. Donc, soit effectivement, c'est l'émetteur de la transaction qui doit payer quelque chose et qui indique quel montant il est prêt à payer pour que sa transaction soit processée, mais en même temps, on n'est pas obligé aujourd'hui d'indiquer un montant. Et le modèle de consensus de Bitcoin rémunère ceux qui ont permis de valider que la transaction est valide ou que le bloc est valide et qu'on puisse ajouter un nouveau bloc à la blockchain. Donc ça, le modèle de consensus aujourd'hui qui est utilisé par Bitcoin, qui consiste en fait à rémunérer le premier des acteurs, qu'on appelle les mineurs, qui aura trouvé une solution à un problème un peu théorique qui est donné. C'est un peu une course ou une loterie qui est organisée pour dire c'est toi qui auras le droit de miner ce bloc et donc il recevra la rémunération associée à ce bloc. Ce mécanisme de loterie est vu comme aujourd'hui comme étant pas très pertinent parce que très coûteux à organiser et n'ayant pas véritablement de sens économique pour les acteurs de la chaîne. Donc il y a d'autres réflexions qui sont menées pour changer du modèle qui s'appelle aujourd'hui Proof of Work. Donc j'ai travaillé, j'ai trouvé la solution, donc j'ai le droit à avoir cette rémunération, à d'autres concepts qui s'appellent des Proof of Stake. C'est-à-dire que j'ai un enjeu à pas dire n'importe quoi dans le système. Donc j'ai des droits de vote qui me permettent de garantir que si c'est moi qui dis j'ai contrôlé, effectivement ça, un peu comme si on votait, et je représente 30% des intérêts de la blockchain, donc j'ai droit à 30% de voix pour dire que oui, telle information est vraie dans la blockchain, et donc elle est validée à hauteur de 30%. Il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent apporter du consensus en plus pour valider la transaction. Donc tous ces modèles-là de modèles de consensus, aujourd'hui, donc ça fonctionne très bien avec le Proof of Work du Bitcoin, mais ça coûte relativement cher, donc il y a comme une incertitude sur la pérennité ou l'intérêt à long terme de ce modèle. Donc autre élément de limite, ça c'est comment on ne s'est pas encore bien évalué, donc quelle va être la rentabilité de l'investissement qu'il y a à réaliser pour complètement changer de technologie. Aujourd'hui, il y a peu de retours d'expérience sur l'implémentation de nouveaux systèmes informatiques qui seraient complètement basés sur la blockchain. On est à ce stade plutôt dans le stade de proof of concept, de test, pour arriver à voir comment ça fonctionne. Donc les premiers retours d'expérience, c'est que ça permet quand même de raccourcir la chaîne de valeur entre l'initialisation de la transaction et son enregistrement, sa comptabilisation finale. Donc ayant un temps beaucoup plus court, on réduit mécaniquement les coûts liés au processing, mais ce n'est pas encore très mature. Donc autre limite, c'est les limites techniques liées à la volumétrie. Donc dans le concept de blockchain décentralisée, c'est que mécaniquement, comme on décentre les informations, c'est-à-dire qu'on la pousse chez tout le monde. Donc il y a ce qu'on appelle des nodes, qui sont des nœuds du réseau à qui on va pousser l'ensemble de l'information. Il faut que cette information soit répliquée dans tous les nœuds. Donc on a mécaniquement un phénomène de latence. Donc cette latence, ça fait qu'on ne peut pas véritablement être dans du modèle de temps réel. Donc, et cette latence, en parallèle, il faut répliquer l'information partout. Ça fait beaucoup de volume à répliquer. C'est compliqué à distribuer, à répliquer partout. Donc aujourd'hui, les volumes qui sont traités dans les blockchains type Bitcoin sont ridicules par rapport au volume qu'on peut traiter dans des réseaux classiques type Visa. Donc il y a un véritable enjeu au niveau de la technologie d'arriver à inventer des solutions qui permettent de gérer des masses beaucoup plus importantes de volumétrie. Voilà. Dernier frein, comme vous le citez, c'est la capacité à faire monter en compétence des équipes. Puisque aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à se rendre compte des impacts de blockchain quand on raisonne à son propre niveau. Vu qu'en introduction, on disait que c'est les bénéficiaires finaux de la blockchain qui sont les parties prenantes finales qui sont les principaux bénéficiaires,
si moi je suis un des acteurs de la chaîne, mais qu'avant moi, après moi, il y a plein de back-office, middle, front-office, j'ai du mal à avoir cette vision complète de la chaîne. Donc j'ai du mal à réimaginer mon business et à me rendre compte de qu'est-ce qui a véritablement changé et de comment je dois réinventer mon approche, mes services et comprendre ce qui va être modifié. Et puis parallèlement, il y a peu de sachants sur le sujet, donc il y a quelques geeks, mais après arriver à trouver des gens qui en même temps savent porter la compétence métier, la compétence technologique, c'est pas évident. Et donc il y a besoin d'arriver, pour travailler sur les sujets, à arriver à mobiliser dans les organisations, les grands groupes, les acteurs à différents niveaux d'organisation, et c'est un vrai challenge d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble. Donc il y a des gros sujets en termes de conduite du changement et capacité à porter la réflexion au niveau des groupes bancaires pour arriver à se faire des convictions fortes sur comment on doit apprendre la technologie et comment on doit réinventer son business model. Voilà pour ma partie.